Je m'appelle Tristan. Je suis en licence informatique à Rouen, donc en dernière année. Là, je suis sur Lannion pour mon stage. Et en fait, c'est dans le cadre de mon stage que j'ai pu découvrir Go, donc assez récemment. Mais c'est un langage qui m'a vraiment intéressé et je suis là ici pour le présenter ce soir, pour faire une introduction, parler pourquoi est-ce que Go est intéressant, c'est quoi ses points forts, puis présenter aussi un peu d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau langage qui a eu besoin d'être créé par Google. Go est un projet qui a été lancé par Google. Et éventuellement à la fin, montrer un petit peu de code en action pour voir à quoi ça ressemble. Donc pourquoi avoir besoin d'un nouveau langage? Le Go est né de la frustration, et c'est vraiment le mot qu'ils utilisent eux-mêmes, des développeurs Google qui travaillent avec des machines, des clusters de beaucoup de serveurs en réseau dans les locaux de Google, et ils développent dessus. Donc habituellement ils développaient en C++ et en Java. Ils développent toujours beaucoup en C++ et en Java, mais ils se sont vite rendus compte que c'était lourd, même pour faire des fois pas grand chose. Et ils ont eu vraiment cette frustration. Alors, C++ et Java, on sait que c'est des langages de typage statique, qui sont efficaces. Donc le typage est indiqué dans le code, il est à la compilation fixée, et il n'y a plus besoin de faire de tests de type à l'exécution, donc c'est pour ça qu'ils sont en partie en tout cas plus efficaces. Par contre, ils sont, enfin, par rapport au langage de script ou au langage de typage dynamique, ils sont quand même plus verbeux, plus complexes à écrire, et c'est ce qui a posé problème aux développeurs de Google qui écrivent beaucoup de code pour leur serveur avec ces langages. Sinon, on a les langages à typage dynamique, qui eux n'étaient pas du tout envisageables sur les grandes infrastructures Google. On ne peut pas faire des serveurs en réseau de milliers de machines avec du JavaScript ou du PHP ou ce genre de choses, pas pour les comment dire, les programmes système. En fait, ils ont des programmes système, ils disent pas trop ce que c'est, évidemment. Google ferme un peu là-dessus, mais ils ne pouvaient pas du tout faire avec des langages de typage dynamique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à se dire que ce serait bien d'avoir un nouveau langage. Aussi, une autre frustration de développeurs Google, c'était la programmation concurrentielle, qui était vraiment difficile. Il faut faire des sémaphores, des threads, des logs un peu partout, et ils en avaient quand même un petit peu marre. Ils se disaient qu'ils pouvaient faire mieux, que ça pouvait être plus facile, qu'il fallait changer ça. Donc qu'est-ce que Go? Alors c'est un langage qu'ils appellent moderne, puisqu'il est tout jeune. Ils ont essayé de changer certaines choses qui ne leur plaisaient pas dans les autres langages, et il a été fait vraiment, il a été conçu pour être un langage système. Donc pour remplacer le C ou le C++ sur leurs infrastructures, et système et réseau, donc voilà, notamment axé avec la programmation concurrentielle. Donc programmation concurrentielle parce qu'il y a des types primitifs qui sont faits pour la programmation concurrentielle, notamment les channels, dont je parlerai plus tard. Donc Go est un langage à typage statique, comme le Java ou le C++, c'est-à-dire que voilà, le type est détecté à la compilation et il n'y a pas de détectage du type à l'exécution. Par contre, ils ont quand même fait en sorte qu'il y ait une syntaxe légère. Ils appellent syntaxe légère parce qu'il y a rarement des informations sur le type en fait dans le code source. Il est inféré. Donc il y a un typage statique, mais il est inféré quand même par le compilateur la plupart du temps. Donc ça permet d'écrire du code où on ne s'embête pas, comme par exemple pour JavaScript, à écrire le type. Il est souvent des types en fait de ce qu'il y a dans le contexte. Voilà. Donc il y a quand même parfois du type à écrire, mais il y a une syntaxe plus légère. Il y a d'autres choses qui font que la syntaxe est plus légère, plein de petites améliorations qu'on pourra voir plus précisément avec le code. Donc il compile actuellement vers du 32 et 64 bits et de l'ARM, donc la plupart des architectures. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc le classique, un hello world en Go, pas compliqué. Un package main, tout fichier Go appartient à un package. Donc ça permet d'avoir une hiérarchie des fichiers sources et d'avoir des imports, parce que, comme on peut le voir, ici on importe format, donc c'est la bibliothèque standard pour faire du formatage de texte, comme l'écriture sur la sortie standard. Donc ça marche en import, il n'y a pas de header pour commencer,
Et aussi, le Go fait en sorte à la compilation que plusieurs imports ne soient importés en fait au final qu'une seule fois. Si vous importez un fichier source qui importe lui-même le format et que vous importez format, il n'y aura pas de doublon dans le code source. Ça permet de faire un programme plus léger. Donc voilà, oui aussi des caractères chinois donc, qui veulent dire world, parce que tout fichier source est en UTF-8 et on peut même utiliser des caractères spéciaux dans le code source, chose qu'on fait rarement parce que c'est pas très pratique. Oui, même en nom de variable. Non, variable, tu peux l'écrire. On peut créer ça offusque ton code. L'Unicode pi et puis dire que c'est la valeur de pi, mais bon, c'est pas très pratique, mais c'est possible. Pourquoi pas. Alors un Hello World 2 en Go on le montre parce que c'est une des grandes c'est une des choses qui est le plus utilisée en Go de faire un serveur web et c'est très facile. On importe ici en plus net HTTP et dans la fonction main alors handle func, c'est-à-dire qu'on va router la racine sur la fonction handler et on fait un listen and serve, donc là on va exécuter en localhost sur le port 8081. C'est quelque chose qu'on trouve couramment parce que Go est fait actuellement, beaucoup de projets Go sont utilisés pour faire ce genre de choses, des serveurs web. Donc ici par exemple j'ai lancé ce programme sur ma machine et donc si je retourne sur Hello World, donc oui, le programme, ici en fait le handler, qu'est-ce qu'il fait, c'est écrit sur la sortie standard, enfin la sortie standard non, il écrit sur le HTTP response writer, hello plus l'URL en enlevant la première partie, c'est-à-dire le nom de domaine, la racine. Et donc le handler, il prend un HTTP response writer, c'est comme une sortie, comme une sortie standard, mais pour le client final, l'internaute, c'est ce qu'il va recevoir. Donc on va voir un peu plus loin ce que sont les writers. Alors un petit peu de mots-clés, de syntaxe. Bon, new comme ça, enfin, pas vraiment comment je vais faire. New sert à faire une allocation mémoire d'un type. Donc type, c'est notamment des types structurés. À savoir que Go n'est pas vraiment orienté objet, c'est des types structurés. Et même s'il y a des méthodes des interfaces, en Go, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, new, ça alloue un nouvel espace mémoire pour cette variable. Make, c'est un petit peu différent. Make, il marche qu'avec les channels, les maps, parce qu'il y a des maps en Go built-in, et les slices, qui sont des tableaux dynamiques en fait. Donc on a aussi des tableaux, mais on utilise rarement en Go, on utilise beaucoup les slices. Et donc make, il sert à faire ces types-là, puisqu'il prend en plus de la mémoire, il faut aussi un petit peu initialiser les structures qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est spécifique au langage. Il n'y a pas de mot-clé while, il n'y a que des for. Voilà, ils ont décidé que ça ne servait plus à rien. On fait for une condition, c'est comme le while. Pour faire une infini, on fait juste for et puis un bloc avec des accolades. Ou alors on peut utiliser le for comme d'habitude. C'est for partout. Les fonctions peuvent retourner plusieurs valeurs, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Donc elles peuvent retourner 1, 2, 3, plusieurs valeurs. Et en fait ça permet premièrement déjà de ne plus faire le tour de passe-passe qu'on peut faire en C, c'est-à-dire de mettre des pointeurs en argument de fonction. Quand même pas mal de fonctions qui font ça, même dans les librairies POSIX, ce genre de choses, il y a des pointeurs pour en fait retourner des valeurs. Donc ils se sont dit, tant qu'à faire, autant assumer, et on fait plusieurs retours de valeurs, c'est quand même plus agréable. Mais aussi ça permet d'avoir un idiome de gestion des erreurs, donc il n'y a pas d'exception en Go. Par contre, comme il y a un retour multivalué, on peut retourner et la valeur qui est attendue par la fonction. Par exemple, si on fait une fonction qui permet de connaître la taille d'une chaîne de caractères, elle va retourner la valeur, et aussi une erreur. Ça permet de ne pas de surcharger comme on sait la valeur de retour. Par exemple, on peut retourner -1 ou ce genre de choses. Il y a des fonctions en C, on ne sait plus si le -1 c'est parce qu'il y a une erreur ou si le -1 c'est parce que c'est ce que la fonction doit retourner dans un cadre normal. Donc c'est quand même assez important. Voilà, donc ensuite panic error, donc error c'est un type, c'est une interface dans le langage, c'est déjà prédéclaré et donc on peut faire panic, c'est-à-dire ça termine le programme.
ça l'arrête complètement avec un message d'erreur qui vient de l'erreur. Soit on peut gérer une erreur, un peu comme une exception, on dit bon bah là j'ai une erreur, je fais ci, je fais ça, ou on peut arrêter le programme. Alors, le typage, on revient sur ce que je disais, le fait que c'est typé statiquement mais que c'est inféré. Donc un exemple en Java, quand on veut faire un objet, on a la classe, le nom de la référence, la variable de référence new, encore la classe. En C ou en C++, on a int par exemple pour l'entier ou ce genre de choses. Et en Go, l'équivalent pour faire un entier, ici ce serait juste i de point égal 1. Donc en fait, on veut bien que 1 c'est un entier. Et les programmeurs Go ont décidé qu'il n'y a pas besoin d'écrire que c'est un entier encore devant. Ça permet d'alléger le code. Donc en fait, ils aiment dire que ça permet d'avoir l'efficacité d'un type statique, mais quand même une syntaxe plus légère, plus comme les langages typés dynamiquement. Voilà. Alors, deux points égales parce que c'est une déclaration de variable qui n'était pas encore là. Après, une affectation de variable, c'est juste avec un égal. Alors, il y a des méthodes en Go. C'est pas la même chose exactement que vous pouvez avoir en Java. Moi, je connais beaucoup le Java. Une méthode peut être définie sur n'importe quel type. Ici, on a un type qui n'est pas structuré. C'est juste une encapsulation du float 64. On pourrait avoir aussi un type structuré. En écrivant func de m_myFloat, ça permet de déclarer une méthode. Et en fait, m ici, ça va un peu représenter le 6 des langages objets. Donc ici, sur le myFloat, on fait une méthode de valeur absolue. Pour avoir la valeur absolue, donc voilà, on caste en float 64 parce qu'on sait que c'en est un, on teste, on retourne -f ou f, selon le cas. Ça, c'est juste pour vous présenter les méthodes. Et donc après, quand on a un myFloat, on peut appeler i.apps pour avoir sa valeur absolue. Mais ça reste des types structurés ou pas structurés comme ici, mais il n'y a pas d'objet. Alors les interfaces, encore une fois, c'est pas exactement pareil. En fait, en Go, les interfaces, ça définit un comportement. Donc, par exemple ici, appser, ce sera tous les types qui ont déclaré, qui implémentent la méthode apps et qui retournent un float 64. Et à savoir que en fait, n'importe quel type qui implémente cette méthode va par défaut, implicitement, implémenter l'interface. Il n'y a pas besoin de déclarer dans le type qu'il implémente l'interface. Donc en fait, un type peut implémenter plusieurs interfaces juste en implémentant les méthodes définies par l'interface. Donc ici, le type sur lequel on a fait une méthode apps, il implémente l'interface appser juste parce qu'en fait, il implémente la méthode apps qui retourne un float 64. Et à savoir aussi qu'on peut implémenter une interface même si on a plus de méthodes que nécessaire. Il faut avoir au moins les méthodes de l'interface. Voilà, donc ensuite ça permet de faire des fonctions, par exemple ici printApps, qui prend n'importe quel type qui implémente l'interface et donc de pouvoir afficher ici, exemple trivial, afficher sur la sortie standard la valeur absolue d'un nombre, sans se soucier de quel type il est vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il implémente l'interface apps. Alors un exemple vraiment pratique d'une interface, de comment c'est utilisé en Go, on peut tirer de la bibliothèque standard le type d'interface writer. Donc writer, c'est tous les types qui implémentent la méthode write, qui prend un slice d'octet en paramètres et qui retourne un entier et une erreur. Donc c'est comme ça qu'on déclare le retour multivalué. Donc en fait, une fois qu'on a cette interface, il y a beaucoup d'implémentations de writer dans la bibliothèque standard et on en a déjà vu une, on a vu le http.responseWriter. Donc en fait, ça permet par exemple ici à la fonction printf de format d'utiliser n'importe quel writer pour écrire dedans. Parce que tout ce qu'elle sait, c'est que tout ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que le writer il implémente l'interface, enfin la méthode write. Voilà. Donc ça permet de faire, en fait ça permet de décomposer en modules vraiment indépendants les programmes, mais pourtant de les faire quand même interagir assez facilement, parce que là, par exemple, on pourrait envisager un serveur HTTP qui envoie des requêtes compressées, pour une raison ou une autre, ça peut servir, et en fait vous pourriez implémenter un autre writer, qui serait par exemple celui qui prend en entrée des données non compressées et qui en ressort décompressées, et ensuite vous pourriez directement les passer dans format.fprintf et donc écrire au client HTTP la réponse compressée. Format, encore une fois, il n'a pas besoin de savoir d'où est-ce que ça vient, il pourra très bien écrire.
Donc voilà, c'est vraiment pour faire des pièces séparées, mais les faire interagir rapidement, enfin facilement. Alors la programmation concurrentielle, c'est vraiment quelque chose d'important en Go. Ils sont inspirés de la philosophie Unix, à savoir qu'en Unix, sur votre shell, quand vous voulez faire des choses, vous avez des binaires qui sont déjà faits, qui font globalement qu'une seule chose. Par exemple ici, PS, ça permet avec les options en UI, ça permet de connaître tous les processus qui sont en cours sur ma machine, et ça fait rien d'autre. WC-L, ça me permettra de compter le nombre de lignes, et du coup, en associant les deux avec un tube, je peux arriver à un objectif, à un comportement final différent de ce que faisaient les deux à la base, c'est-à-dire connaître le nombre de processus qui tombent sur ma machine pour moi, pour mon utilisateur. Donc ça, c'est la philosophie unique, c'est avoir des petits programmes qui font très bien leur boulot et qui s'interfacent avec un moyen de communication. Donc en Go, l'analogie, c'est des Go routines pour faire le travail et des channels pour communiquer. Donc une Go routine, c'est assimilable à un thread. C'est pas vraiment un thread en vérité, mais on pourrait l'assimiler. Donc ça permet de créer des fonctions qui vont se lancer sur une nouvelle pile et de manière concurrentielle avec toutes les autres Go routines. Et en fait, en vérité, par thread system, il peut y avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Go routines en même temps. L'intérêt de Go avec les Go routines, c'est qu'une fois qu'on a déclaré une Go routine qui se lance, c'est l'environnement d'exécution qui vous assure qu'il gère lui-même les thread system, la séparation des Go routines en thread afin de profiter au maximum des performances de la machine. Vous n'avez plus du tout besoin de le gérer. Donc le mot-clé c'est Go, et avec Go on lance une fonction mais dans une Go routine. Donc par exemple ici on pourrait imaginer une fonction sort, et on va vouloir trier la moitié du tableau dans une Go routine et l'autre moitié du tableau dans une autre. En Go, les Go routines c'est très peu coûteux à créer. On peut en créer beaucoup sans problème. Les piles les piles qui sont créées pour lancer les Go routines, elles coûtent que quelques kilooctets à la base et elles grossissent au fur et à mesure du besoin, ou alors elles diminuent si elles ont plus besoin de mémoire. Tout est géré automatiquement. Donc les channels, c'est ce qui permet de communiquer entre les Go routines. C'est un moyen de communication, mais aussi de synchronisation. C'est-à-dire que même s'il y a des logs ou des sémaphores en Go, souvent on va utiliser des channels pour la synchronisation aussi. Donc un channel, c'est un type primitif, hein, c'est vraiment dans le langage, c'est un des intérêts. Et l'opérateur flèche, donc je ne vais pas trop trouver d'autres noms. L'opérateur permet d'envoyer ou de recevoir des valeurs selon de quel côté est-ce qu'il est du channel. Donc en fait, quand on écrit un channel, on voit bien ici la valeur de SoundFunction va rentrer dans le channel, donc on la met dedans, et à l'inverse, en bas, on va sortir la valeur du channel. Donc ici, par exemple, on va créer un channel grâce à make, on va lancer une Go routine qui exécute la fonction compute, et on va prendre le résultat du channel. Alors à savoir que l'opération sur le channel est synchrone. Donc là, ici, Go, ça va lancer la Go routine. Ici, ça va bloquer tant qu'il n'y a pas de valeur à récupérer dans le channel, et une fois qu'il y a une valeur à récupérer, ça va pouvoir continuer le programme. Donc c'est pour ça qu'on peut s'en servir comme outil de synchronisation. Donc la synchronisation, justement, un exemple où on pourrait imaginer qu'on veut trier, encore une fois, un slice, un tableau. On va utiliser un channel pour savoir quand est-ce que les opérations de tri sont finies. Donc ici, on va utiliser un channel de booléen parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la valeur qu'il y a dans le channel. Tout ce qui nous apporte, c'est d'avoir une valeur à mettre dedans ou à enlever. Donc la fonction doSort, c'est celle qui va trier. Elle utilise la fonction sort, peu importe comment ça marche. Ce qui est important, c'est de voir qu'elle prend aussi un channel en paramètres, et qu'une fois que le tri est terminé, elle va mettre dans le channel la valeur true, juste pour dire c'est terminé aux personnes qui écoutent sur le channel. Donc dans le main, on va créer un channel, on va lancer deux Go routines, chacune qui trie la moitié du tableau, et on va leur passer le même channel à toutes les deux afin, à la fin, de retirer deux valeurs. Donc quand on aura retiré deux valeurs du channel, ça voudra dire que les deux opérations seront terminées. Donc ça permet de faire un tri
de manière concurrentielle, mais quand même de synchroniser le programme et de ne pas continuer avec un tableau qui est dans un état instable. Donc on peut aussi utiliser les channels pour communiquer, où là on va vraiment s'intéresser à la valeur qu'on met dans le channel. Alors habituellement, quand on a beaucoup de tâches à faire par un programme, on va créer de la mémoire partagée, on va mettre des tâches dans cette mémoire partagée, qui est partagée par tous les threads ou processus qui vont faire le travail, et on va mettre des logs ou des sémaphores pour empêcher les accès concurrents à cette mémoire. En Go, c'est vraiment toute la manière de penser qui change. On va utiliser les channels, parce que les channels peuvent prendre n'importe quel type de données en entrée et en sortie. Ils sont typés avec n'importe quoi, ils peuvent même prendre des channels de channels. Et donc en Go, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un type de tâche, et on va faire, ici on voit dans la fonction main, on va faire des channels de tâches. Donc ça permet de donner à manger au channel des tâches, et puis les GoRoutines vont lire dans le channel les tâches à faire. Donc ici, admettons, on fait un channel de tâches à faire, donc pending. On va créer 10 GoRoutines qui vont se partager le travail, et donc on leur donne les deux channels en entrée. Et les GoRoutines workers, tout ce qu'elles font, c'est de, pendant en boucle infinie, donc fort, elles vont lire dans le channel, prendre une tâche, la traiter, et mettre dans le channel de sortie, qui sont les tâches terminées, la tâche modifiée. Il n'y a pas du tout de notion de sémaphore ou de bloc ici, parce qu'en fait, quand on utilise des channels en GoRoutine, le Go s'assure qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a une seule GoRoutine qui va prendre la tâche qui est en début de channel. Il n'y a pas de GoRoutine qui vont lire deux fois la même tâche dans un channel. Donc ça permet de faire très simplement un système de travail en programmation concurrentielle. J'aurais pu montrer un bout de code avec des logs. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de voir les choses. Les GoRoutines, ça permet d'avoir de manière simple l'efficacité de la programmation concurrentielle. Je dis concurrentielle, c'est parce que ça ne veut pas forcément dire parallèle, puisque les GoRoutines peuvent être sur le même thread, mais potentiellement Go est vraiment fait pour aussi faire du multithreadé, évidemment. Donc ça permet un raisonnement vraiment simple, puisque je pense que, en tout cas moi je trouve que le code qu'on a vu juste avant est assez évident, c'est vraiment comme une file de message au final un channel, et chacun prend des tâches à travailler et fait son travail sans se soucier des autres. Et donc forcément qui dit code plus simple et plus réduit, dit plus facile à maintenir. Donc une phrase que les développeurs de Go aiment bien utiliser, c'est ne communiquez pas en partageant de la mémoire, donc, comme peuvent le faire des programmes habituels. On fait un SHM, un segment de mémoire partagé pour mettre des données dedans. Mais à la place, partager de la mémoire en communiquant. Donc les channels permettent de communiquer et on partage la mémoire dans les channels. Alors Go a beau être assez jeune, il y a quand même une bibliothèque standard assez riche. Par exemple, vous avez pu voir qu'on peut créer avec juste la bibliothèque standard un serveur HTTP pour gérer des requêtes. C'est un des exemples. Il y a beaucoup de crypto, tout ce qui est algorithme de cryptage, les HMAC, il y a énormément de choses faites là-dessus. Et en plus de la bibliothèque standard qui est assez riche, il y a déjà une bonne communauté, puisque Go, malgré qu'il soit lancé par Google, est open source et il y a déjà quelques packages qui sont faits. Par exemple, Gorilla Toolkit, ça permet de faire des serveurs HTTP de manière encore plus puissante, qui apporte plein de nouvelles choses. Il y a des choses pour l'authentification, il y a des bases de données, SDL OpenGL, voilà. En plus de la bibliothèque standard assez riche, beaucoup de choses. Donc même si c'est Google qui a lancé le projet, dès le début, Go était open source. Il a été lancé open source, il a été libéré en 2009 sous licence BSD. Oui, donc il y a 10 employés environ qui travaillent maintenant à plein temps sur Go de chez Google. Et il y a 2 personnes qui ne sont pas de chez Google, qui sont
committeurs sur les projets, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour pusher du code source. Ils écrivent du code pour le corps, pour le noyau de Go, comme les employés de Google. Il y a aussi beaucoup de contributeurs qui font des demandes d'ajout de code qui sont acceptées au noyau de Go, donc vraiment au langage de base. Bon, les informations datent de 2011 pour ce qui est des employés et des intervenants externes. Mais, voilà, c'est pour montrer que c'est pas seulement Google Go, faut pas penser que c'est que Google, même si c'est eux qui ont lancé le projet. Alors, un petit exemple que je trouve intéressant, c'est pas du benchmark général, c'est juste un exemple empirique, mais qui montre bien pourquoi Go c'est intéressant. En fait, le P-Search, c'est un site qui propose de chercher une sous-chaîne de caractères dans les 200 premiers millions de chiffres à virgule de pi. Donc voilà, donc, en gros c'est l'algorithme du texte, je ne sais pas exactement ce qu'il utilise, mais ça fait quand même un beau travail à faire, parce que 200 millions de chiffres, je pense que ça doit être pas mal. Et le programme est à la base en C++, donc c'est un serveur web qui fait de la recherche en C++, et celui qui a fait ça a décidé de passer à Go, de tester, et il a remarqué, c'est lui qui montre ses résultats, il a remarqué que ça avait quand même vachement amélioré son nombre de requêtes, alors que ça avait divisé par 2 le nombre de lignes de code par rapport au C++. Donc voilà, il passe de 45 nombres de requêtes par seconde en moyenne à 607 avec Go 1, et Go 1.1 qui vient juste de sortir a encore augmenté, sans qu'il change le code source, a encore augmenté les performances. C'est pour montrer qu'ils sont toujours quand même en train de développer le noyau Go et de l'améliorer. Ça me fait penser que j'ai pas dit, donc Go, il a un garbage collector, on ne gère pas la mémoire. Quand même important, ils ont décidé de faire ça pour qu'il y ait moins de choses à faire, évidemment, soit plus léger, parce que le principe c'est que Go, ça va être un langage système, mais le plus simple possible. Donc voilà, souvent on se réfère à Go par Golang, parce que Go, ça ne va pas être facile de trouver des choses dessus. Le nom du site c'est Golang. Le blog du développeur, c'est blog.golang, et si vous voulez faire des recherches sur Internet ou sur Twitter avec hashtag, c'est Golang. Il y a un tuto qui est vraiment très bien fait sur golang.org. Si vous voulez apprendre le Go, vous allez sur le Go Tour, et il vous explique pas à pas tout ce qu'il faut. Il y a un éditeur de code en ligne, et on peut compiler, ça envoie sur le serveur, ça compile, ça renvoie chez nous, ça affiche. Et il y a des petits TP, c'est comme ça que j'ai appris, c'est vraiment bien fait. Alors, bon, j'ai tiré les slides d'une présentation d'un des développeurs Go. À l'IO 2011, il avait présenté un peu comme moi Go, c'est vraiment une introduction. J'ai changé quelques trucs parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à jour. Et puis sinon, je me suis vraiment inspiré du travail que j'ai pu faire sur Go en cherchant dans la documentation ou ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai appris aussi, et j'ai regardé quelques vidéos des développeurs, c'est comme ça que j'ai pu avoir des informations sur Go. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu de code. Alors, un code un peu plus... Donc ça, c'est tiré du tuto qui est fait par les développeurs Go sur le site Golang. Et ça montre une fois de plus un point important de Go, c'est la programmation concurrentielle. Donc là, c'est pour faire une comparaison d'arbres binaires. C'est des arbres de recherche. Donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, un arbre de recherche. Donc c'est la comparaison de 2 arbres de recherche. Alors, on ne voit pas grand chose sur le truc. Donc, ce qui
qui se passe, c'est que on va créer les arbres avec des paramètres, comme ça on peut spécifier si on crée des arbres qui sont identiques ou pas. Donc, par exemple, on a l'arbre de base, ici on a les mêmes paramètres, donc ce sera le même arbre. Ici, c'est pas la même taille d'arbre. Ici, il n'y a pas les mêmes valeurs dans l'arbre, et ici, ils sont complètement différents. Donc, une structure, donc un type structuré pour représenter les arbres. Ici, une fonction qui va parcourir l'arbre en mettant dans un channel, on lui passe en paramètre les valeurs de l'arbre. Donc on retrouve le principe des channels qui permettent de simplifier la programmation concurrentielle. Ici, tout ce qu'on fait, c'est de parcourir l'arbre et mettre, à chaque fois qu'on trouve une valeur, dans le channel. Le walker, c'est en fait, il fait exactement la même chose, sauf que, enfin, il encapsule la fonction, sauf qu'il fait une go-routine. Donc là, il fait vraiment une nouvelle go-routine Go et il renvoie le channel qui est créé par walk. Donc voilà, tout ça, c'est pour la construction du channel qui contient toutes les valeurs de l'arbre binaire. Et ensuite, la comparaison. Donc la comparaison, ça prend deux arbres en paramètres. On les parcourt avec walker. Alors oui, là par exemple, vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin de dire que C1 et C2 c'est des channels, puisque c'est l'inférence Go. Voilà, donc c'est pour ça qu'il parle de syntaxe légère. On a une boucle infinie, et on va juste récupérer depuis les channels les valeurs. Donc on a deux channels, on récupère en parallèle les valeurs qu'ils contiennent. Et là on fait la comparaison. Donc si c'est bien les mêmes, enfin si les deux channels ont bien retourné une valeur, alors au passage retour multi-évalué de fonction. Ici on sort une valeur du channel, là-dedans on met la valeur, et ici on a un booléen qui est mis pour dire s'il y avait bien une valeur ou pas. Ça permet de savoir si le channel est vide ou pas. C'est le genre d'utilisation, c'est assez fréquent en Go de voir ce genre de choses. Par exemple les maps, on peut aussi faire pareil. On récupère une valeur d'une map par rapport à une clé, et ça retourne true ou false dans la deuxième valeur s'il y avait quelque chose ou pas. Donc on compare, et si c'est bien les mêmes, on continue, sinon on retourne true si c'est bien les mêmes, et sinon on retourne false parce que ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc voilà, juste en construisant deux channels et en les comparant ensuite, en les construisant dans deux go-routines pour optimiser les performances, parce qu'on utilise essentiellement plusieurs threads, en tout cas plusieurs go-routines, on peut faire une comparaison d'arbres binaires. Alors encore une fois, je n'ai pas fait l'équivalence sous un autre langage, ça pourrait être intéressant de voir, mais c'est vraiment ce qui est souligné en Go comme étant un des grands points forts. On peut le lancer, même si c'est pas beaucoup d'intérêt, puisque tout ce qu'on va voir, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on construit Voilà. Pas très impressionnant, mais il y a des go-routines qui sont créées pour à chaque fois comparer les deux arbres. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors j'ai aussi créé un petit jeu de la vie, c'est pour montrer les interfaces. Alors je pense que l'exemple qui était dans le texte standard, si vous avez bien compris, des writers est quand même le plus intéressant pour bien comprendre à quoi servent les interfaces. Mais ici on peut voir aussi que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeu de la vie qui peut être implémenté de plusieurs manières différentes. Par exemple, on peut implémenter un jeu de la vie en représentant le champ des cellules par un tableau bidimensionnel, en mettant dedans true ou false si les cellules sont vivantes ou mortes, et on pourrait implémenter de manière différente. Par exemple, j'ai fait une autre implémentation avec des maps Go, et donc c'est une implémentation creuse puisqu'on a de l'information sur une cellule que si elle est vivante, et on a sa position dans la map.
Donc voilà, ici j'ai deux implémentations. Mais surtout j'ai ici l'interface chez lui. Donc comme je l'ai dit, l'interface ça permet de définir un comportement. Donc ici j'ai quand même beaucoup plus de méthodes que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. J'ai besoin de tout ça pour permettre de faire fonctionner un jeu de la vie. Mais ce que je sais, c'est que si j'ai tout ça, je peux créer un programme de jeu de la vie qui va par exemple oui, par exemple ici, on peut faire une fonction que j'appelle live, donc c'est chaque itération en fait. Je ne sais pas si tout le monde connaît le jeu de la vie, mais en fait c'est des cellules qui vivent ou qui meurent selon des règles spécifiques. On dit aussi Conway's Game of Life, c'est Conway qui est mis en place. On a un champ de cellules. Si une cellule est vivante et qu'elle a 3 ou 2 voisines, elle reste vivante. Sinon, elle meurt. Et une cellule qui est morte mais qui a 3 cellules vivantes voisines va naître. Donc ça permet de faire plein de choses. Je vais vous montrer après ce que ça donne à l'exécution. Et donc ici j'ai fait live, donc à chaque itération on va vérifier si une cellule doit rester vivante, si elle doit mourir ou si elle doit naître. Et grâce aux interfaces, j'ai pu faire un code qui fonctionne génériquement selon l'implémentation qu'on utilise. Il n'y a pas besoin de réécrire ces fonctions-là à chaque fois. Donc, bon, ça c'est pas une feature très innovante par rapport à d'autres langages, mais c'est bien présent. Enfin, voilà, donc ici j'ai fait un autre code qui prend un field et qui permet d'initialiser aléatoirement. Et j'ai fait la fonction de dessin. Donc, vraiment les 3 fonctions importantes, les 3 algorithmes importants du jeu de la vie n'ont pas besoin d'être écrits. Après, ce qui a besoin d'être écrit, c'est l'implémentation de chaque du champ de cellules. Donc, par exemple, ici, celui-là sera peut-être plus sympa. Ici, par exemple, on a un tableau bidimensionnel et on a toutes les méthodes que l'on a vues dans l'interface qui sont implémentées. Donc, par exemple, pour tuer une cellule, on met sa valeur à false, ça représente la position sur le champ. Pour la faire naître, on met à true. On peut avoir la taille du tableau, sa largeur, sa longueur. On peut savoir si une cellule est vivante. Il y a des copies et des... Ça c'est pour forcer, enfin c'est l'inverse de la copie en fait. On dit à ce champ-là devient le champ que je te passe en paramètre. Puisque j'avais besoin que ce soit générique, donc ça permet par exemple de passer d'une implémentation à une autre. On a des implémentations, on peut passer un champ en paramètre. Voilà. Donc le jeu de la vie. Plus grand. Ça donne ça. Donc aléatoirement, ça va faire naître des cellules sur le champ. Et ça, c'est l'algorithme qui se fait à chaque itération. Et donc l'algorithme d'écriture et l'algorithme de vie, de génération, sont ceux qui sont génériques. C'est-à-dire que si je passe un paramètre map, j'ai fait en sorte qu'il utilise l'implémentation en map, ça va faire exactement la même chose, forcément. Mais on voit bien qu'on peut utiliser plusieurs implémentations. Voilà, alors ça, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est assez rigolo. Il y en a qui font des trucs assez hallucinants avec le jeu de la vie. Ils peuvent écrire des messages en faisant un grand champ et puis des cellules spéciales, ils arrivent à écrire des messages juste avec l'algorithme de base du jeu de la vie, c'est-à-dire ce que je vous expliquais. Voilà, par exemple, voilà ce qui se passe. C'est Turing Complete, ce jeu de la vie, notre programme. C'est quoi Turing Complete. Oui. On ne peut pas écrire ce qu'on veut. On peut n'importe quel programme. Ouais, oui, c'est ça. Bah, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qu'ils appellent les jardins d'Éden. C'est pour le jeu de la vie, c'est les états qu'on ne peut jamais atteindre. Donc il y a des cellules, des dispositions de cellules qu'on ne pourra jamais atteindre en ayant... D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu
peux faire un jeu de la vie dans lequel tu passes, tu as une bande et tu peux écrire dessus. Et donc voilà, c'est Turing Complete. Oui, c'est une machine de Turing. Si c'est une machine de Turing, tu peux écrire n'importe quel programme. Ah oui, c'est ça que c'est vraiment ouais, alors complexe. ça, bon, après, là, si tu écris ton serveur sur une machine de la vie, ça te donne chance. Mais... C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir des gens qui l'ont fait juste pour le fun. Ça va se trouver sur internet. Ouais, sûrement. Je suis jamais poussé jusque-là. Mes recherches sur le jeu de la vie. Bon, voilà. J'espère que c'était pas trop court. Un petit peu, peut-être. C'était bien. Bon savoir ça. Voilà, oui, peut-être que vous avez des questions sur Go. Je suis pas encore un expert en Go, mais je pourrais peut-être y répondre. C'est un langage fonctionnel, tu peux passer des fonctions en paramètres. Non, c'est pas un langage fonctionnel. Et alors sur le HTTP, oui. Mais un langage fonctionnel, c'est pas un langage où on passe des fonctions en paramètres, forcément. Tu peux, parce que les fonctions sont des variables à part entière. Oui, mais c'est pas ça la définition d'un langage fonctionnel. Entre autres. Entre autres. Ah, c'est complexe. Ouais. Bon, oui, c'est vrai que... Sur l'exemple du HTTP, response, tu peux mettre ton handler en paramètre du...